Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on est là pour réouvrir le dossier Trogneux avec des invités. Mon invité Dominique. Bonsoir Chloé, bonsoir tout le monde. À ma gauche. On a aussi Natacha Ray qui est avec nous, qui reste dans les coulisses. Et on a une troisième invitée qui est Karine. Karine qui a travaillé avec Natacha lors de ses recherches. Dominique bonjour également. Bonjour Karine. Voilà, bonjour. On est quatre pour continuer à vous parler de ce dossier qui n'en finit pas. Finalement, on voit qu'il y a des rebondissements. Il y a des procès qui sont annulés, des jugements qui sont annulés, des plaintes qui sont exprimées mais finalement qui n'aboutissent pas. Il y avait trois procédures jusque-là qui étaient engagées du côté Trogneux-Macron. On avait la plainte pénale en diffamation qui finalement n'a donné aucune réelle mise en examen. Enfin, il y a une mise en examen supposée qui n'a toujours pas été suivie des faits contre Natacha. On a également une action civile qui était pour atteinte à l'image, atteinte à la vie privée, et atteinte à l'image, au droit à l'image, voilà, on va y arriver, qui a finalement été annulée. Et puis on a une troisième plainte qui se passait à Lisieux, qui était jugée au tribunal de Lisieux, dont l'ex-mari de Brigitte est conciliateur de justice. N'y voyez pas de conflit d'intérêt. C'est pas l'ex-mari, attention, non, c'est Jean-Louis Osière. Ah, pardon, je fais des lapsus. Autant pour moi, mais vous savez, avec tous ces gens, c'est Louis, c'est André, etc. On s'y perd un petit peu. Mais je n'ai pas totalement tort, puisque l'ex-mari de Brigitte se faisait appeler Jean-Louis à une certaine époque et jusqu'à très récemment, puisqu'en janvier 2023, on retrouve le nom de Jean-Louis Osière comme étant l'ex-mari de Brigitte. Alors Natacha peut l'expliquer ou Voilà, moi je vais expliquer. J'ai répertorié au moins 7 articles de presse, dont VSD, Madame Figaro, Télé Loisirs, Le Point, qui présentent Jean-Louis Osière comme étant l'ex-mari de Brigitte Macron et le père de ses enfants. Donc il ne s'agit pas là d'une hypothèse, comme moi j'en ai émise quelques-unes. Il s'agit d'une affirmation dans la presse mainstream. Il n'y a jamais eu de Jean-Louis Osière. On parle bien de ce Jean-Louis Osière. Le même qui m'a attaqué en justice. Alors non, c'est pas un homonyme. C'est un homonyme peut-être. C'est un homonyme manifestement. Manifestement. Parce qu'ils ne peuvent pas tous s'appeler du même prénom. Oui, non. Voilà. C'est un homonyme. Donc, le Jean-Louis Osière qu'on connaît, qui en tout cas est réel, travaille au tribunal de Lisieux et c'est le même qui porte plainte en diffamation. Il travaille comme conciliateur de justice. Qui a porté plainte avec Catherine Osière, sa femme, contre Natacha et Amandine pour diffamation, mais sur des affaires qui sont un peu périphériques par rapport à l'affaire principale qui est Brigitte Macron, quelle est son identité réelle. Le cœur de notre sujet. Le cœur du sujet. Mais aujourd'hui, on va s'attacher précisément à cette troisième procédure concernant les Osières, donc concernant André-Louis Osière, qui s'appelle aussi Jean-Louis Osière selon les médias que Natacha nous a cités à l'instant, et également André tout court dans d'autres médias, qui est donc l'ex-mari officiel de Brigitte Macron. Et pour parler de cette procédure-là, Natacha a produit un dossier qui est assez épais, vous voyez l'épaisseur de la reliure, avec beaucoup de pièces qu'on va vous présenter en partie. On va également présenter 2 pièces qui émanent du clan Osière, 2 pièces qui sont très intéressantes, vous le verrez assez vite. Et on va rentrer dans le vif du sujet parce que je vais vous montrer à l'écran. On peut peut-être préciser début que ce dossier, Natacha l'a remis à la justice. À la justice, oui. Lors du procès qui s'est déroulé à Caen le 10 mai. On a oublié de vous dire que cette procédure a subi de nombreux rebondissements avec un procès le 10 janvier qui au départ était présenté comme une audience relais qui s'est transformée en une vraie audience où personne n'était présent du côté de Natacha, ni l'avocate ni Natacha, puisqu'ils n'ont pas été prévenus, que le prononcé du jugement a eu lieu le jour de la Saint-Valentin, le 14 février de cette année, qu'une audience en appel a eu lieu le 10 mai à Caen, et c'est justement sur cette audience que le dossier
que le dossier a été présenté et que le prononcé du jugement en appel a eu lieu le 28 juin et ce jugement a condamné Natacha à plusieurs milliers d'euros de frais jugement sur lequel Natacha va en cassation désormais. Et Natacha, je te laisse compléter. Alors Chloé, donc mon nouvel avocat depuis fin mars, maître François d'Angléan, le valeureux François d'Angléan, donc a bien sûr porté le dossier en cassation. Et donc nous attendons la réponse. Ça va être assez long parce que c'est entre 6 mois et 15 mois de délai. Et donc il a dénoncé une escroquerie au jugement parce que figurez-vous que j'ai été condamnée non pas pour mes véritables propos. Si vous vous souvenez, j'employais le conditionnel, je parlais d'hypothèses, mais pour des notes de synthèse de propos fabriquées par les épousières, ce qui est totalement interdit, illégal au cours d'un procès. La justice n'a pas condamné vos propos, mais l'interprétation de vos propos par la partie adverse. Exactement, c'est du jamais vu et c'est pour ça que l'on va en cassation ou, d'après mon avocat, on est sûr de l'emporter vu que le droit n'a pas été respecté. On ne m'a même pas accordé l'excuse de bonne foi alors que de mon côté j'ai fourni des preuves. Donc les haussières ont apporté quelques pièces à leur dossier que nous n'avons pas pu y avoir accès avant le procès pour pouvoir bien justement préparer au mieux la défense. Vous donnez les pièces au dernier moment. Ça faisait des mois que Maud Marian les demandait. Ensuite, d'Angléan a pris le relais, les a aussi demandés. Maud Marian était votre premier avocat. Elle est toujours mon avocate, mais mon principal avocat est maintenant François d'Angléan. Alors, je vous propose qu'on entre dans le sujet en montrant l'une des pièces qui est allée dans le dossier adressé à la justice, qui a été produit par Jean-Louis et Catherine Osière, qui est le faire-part officiel de décès d'André-Louis Osière. Vous pouvez admirer donc le neveu cette de photo. Jean-Louis. Voilà le faire-part que le neveu de Jean-Louis Osière produit à la justice. Donc voilà, comme vous voyez, il y a le tampon, c'est une pièce officielle, la pièce 16. Alors, ce qui frappe déjà sur ce soi-disant faire-part officiel de décès, c'est la mise en page. C'est une œuvre d'art. Voilà, le choix de la photo, quand même très curieux pour annoncer un décès. La dimension, donc c'est visiblement imprimé sur une page blanche, c'est pas sur un voilà, une page A4. Et c'est pas sur un carton d'invitation en longueur, il n'y a pas d'effet au niveau de l'écriture, de la typographie, c'est on ne peut plus basique. Et il n'y a aucune information. Donc... Le texte est quand même assez lunaire. Alors, je te laisse le lire. Oui, non, moi j'ai pas mes lunettes et je suis vieux, mais à notre ami, notre frère, notre compagnon, notre grand-père, notre papa. On voit le nom d'André Osière, ce n'est plus ni Jean-Louis ni André-Louis, mais André Osière. Cérémonie 28 décembre 2019, sachant qu'il est mort le 24 décembre 2019 officiellement. Il n'y a pas de date de cérémonie. Si, cérémonie 28 il n'y a pas la date de la mort, ni le lieu de la cérémonie, ni l'indication sur comment se rendre à cette cérémonie. Et justement, on vous montre quelques recommandations qui sont officielles lorsqu'on veut faire un faire-part de décès. Alors, il s'agit de mettre le nom de la personne décédée quand même, la date de la mort qui ne figure pas sur le faire-part, rappelez-vous, les informations sur la cérémonie, on en a parlé à l'instant, qui ne figurent pas non plus. Il s'agit également de faire apparaître le nom du compagnon, de la compagne, du mari, de la femme, des enfants, des parents, des frères, des sœurs. Et on retourne rapidement sur le fait de faire part de décès, qui ne mentionne aucun de ces noms-là. Et en plus, c'est pas dans l'ordre conventionnel. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal, mais c'est lunaire. Et c'est lunaire. Et c'est quand même c'est censé être un ancien directeur de banque, quelqu'un d'important. Ces enfants sont les enfants Osière. Donc là, il y a quand même est supposé avoir été directeur du Crédit du Nord. Ou de la Banque française du commerce extérieur. On ne sait pas au juste. On vous montre quand même des
des zooms sur la photo qui est très avantageuse, vous pouvez le voir, de André Ozière en maillot de bain recroquevillé à la plage avec un short. Alors là, c'est la version redéfinie par Natacha, en redéfinition avec le logiciel Photor. On le voit de plus près. Et puis, une fois qu'on le colorise, que Natacha l'a colorisé, vous voyez le avant, le après. On vous laisse apprécier le rendu de cette colorisation avec un visage très net et puis le reste du corps abîmé. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on n'a pas le parallèle, mais avec le marié sur la photo on peut pas dire qu'il soit réellement ressemblant. Il n'est pas ressemblant, il ne ressemble pas non plus aux 3 enfants Ozière. Mais ce qui frappe, c'est le choix d'une photo très abîmée, floue et en noir et blanc. Photo du mariage où vous avez André Ozière à gauche, enfin à droite de la mariée qui est censée représenter Brigitte en couleur. Toujours des photos floues, vous avez remarqué. Mais colorisée, elle est beaucoup plus acceptable, beaucoup plus agréable à regarder. Oui, colorisée et redéfinie. Définie, voilà. Donc on revient sur André Ozière version défunt, version certificat de décès, enfin faire-part de décès, pardon. Et on vous montre aussi, pour compléter, d'autres faire-part de décès glanés sur Internet avec le nom des proches, des parents, des enfants, des conjoints, la cérémonie, le lieu de la cérémonie. Vous avez ce faire-part, vous avez celui-ci, vous avez celui-là. On en a 4 ou 5 comme ça du même acabit. Alors certes, vous n'y voyez pas de photos. Il y en a certains avec photos que l'on... Si en tout cas n'en présente pas, mais vous avez quand même un détail beaucoup plus fourni au niveau de ce qui est écrit sur le faire-part, et on a un format qui est un peu plus habituel, on va dire, pour un faire-part. Mais moi, ce que je comprends pas, Natacha, c'est pourquoi est-ce qu'ils vous fournissent ce faire-part Eh bien, en fait, ils ont fourni ce faire-part à la justice pour prouver l'existence d'André Louis, puisque bon, ils n'ont pas de livret de famille, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de photo de famille. Ils n'ont que ça. Donc ça, pour prouver l'existence. Voilà, ça, voilà, c'est la preuve, voilà. D'André Louis Ozière. Il n'y a pas, il y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ah si, il y a la photo originale de Marie. Et oui, celle qu'on vous a montrée juste avant. Donc on a 2 photos officielles, on a celle-ci et on a le mariage. Voilà. Non, c'est pas ça qu'ils ont donné à la justice. Enfin, faut montrer. Ah non, 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 non. On y vient, parce que la deuxième pièce du dossier, effectivement produit par les époux Ozière, sont... Attendez, je vous la montre. Voilà. La deuxième pièce. Et je l'ai reçue dans ce sens, comme ça. Telle qu'elle, on vous la montre comme elle est, c'est-à-dire la photo de Natacha colorisée. Voilà. Parce que c'est pas, faut bien préciser, ce ne sont pas eux qui ont colorisé la photo. C'est moi qui l'ai donc colorisée, mais non redéfinie, donc elle est toujours aussi floue. Oui. Et là, elle est même délavée. Un peu délavée de cette photo, placée à la verticale, avec comme légende Louis Ozière, père d'André. Après, j'ai du mal à lire. Attendez, je vais vous la... Renée Ozière. Renée Ozière, épouse de Louis. Ensuite, on a André Ozière, le principal intéressé. Et puis, juste à sa gauche, son épouse Brigitte Macron. Il est écrit Brigitte Macron. Voilà. Et puis, à la gauche... mais ça doit être Brigitte Trogneux. On a les parents de Brigitte Trogneux qui sont inscrits tels quels. Donc, elle, c'est Brigitte Macron et les parents, c'est les parents de Brigitte Trogneux. Bon, bah... Et alors là, ce qui est quand même très, très curieux, c'est vous leur demandez des preuves d'existence, des preuves de l'existence d'André Ozière. Ils vous fournissent le faire-part dont on vient de parler, une photo qui était parue dans les années 70. Pas sur papier glacé, imprimé sur une page blanche. Voilà. Recolorisé par vos soins, et on leur doit visiblement, on ne peut pas garantir que c'est leur écriture, mais ils nous ont apporté... Vous aurez l'honneur de vous apporter une légende qui n'était pas réellement utile, mais... C'était plus pour le juge, pour convaincre le juge. Cette photo a réellement existé. D'ailleurs, voilà, qui se trouve sur la... Vous voyez, on est au courant exactement qui se trouve sur la... Mais ils sont même pas au courant parce qu'ils se trompent sur les noms de famille. Cohérence sur la présentation des noms, disons. Ils ne se souviennent même plus du nom des parents de Brigitte. Les parents ne sont pas mentionnés par leur prénom. Voilà.
Voilà, c'est donc voilà pour les 2 pièces produites par. Voilà, et ça prouvait l'existence d'André Luosière et voilà, et je le suis aussi désormais. Votre conviction naissante. Alors, suite à cela, peut-être que ah oui. Suite à cela, on va vous passer. J'ai une annonce à faire, c'est que bon, mon avocat François D'Anglian s'exprimera prochainement chez Mike Borowski pour dénoncer l'escroquerie au jugement dont je suis victime. Et bon, c'est pour ça, je vais pas en parler plus longuement. Il s'exprimera. Je lui laisse le soin de vous en dire plus. Voilà, donc le tome 2, ce sera chez Mike Borowski. Bientôt, on vous tient au courant. Alors, on revient sur les diapos. Ah oui, voilà, c'est la vidéo maintenant que je vais vous passer qui s'intitule « Merci Jean-Mi ». Écoutez jusqu'à la fin, on vous la passera 2 fois, je crois. Oui. Oui, monsieur Trounier? Oui. Bonjour, on a un courrier pour vous. Ah, attendez, je ne suis pas prêt, là. D'accord, on peut repasser dans combien de temps, comme ça je vous laisse... à moins que vous puissiez mourir pour me le mettre dans la... Laissez-le au magasin si vous voulez. D'accord, très bien. Merci à vous. Merci Jean-Mi. Merci Jean-Mi. Vous avez entendu? Merci Jean-Mi. Le monsieur ne s'appelait pas Jean-Mi, le monsieur qui a accompagné Natacha. Non, il ne s'appelait pas Jean-Mi. Alors, je suis donc allée à Amiens le 7 novembre 2022, donc pour faire des recherches aux archives, enfin la bibliothèque Louis Aragon. Et bien sûr, j'ai profité de mon passage pour aller au 14 rue des Vergeaux, sonner chez le fameux Jean-Michel. Il n'y a pas écrit Jean-Michel, Monsieur Trogneux. Voilà, on ne trouve le nom de Jean-Michel nulle part, mais voilà, il n'a pas été possible de lui remettre le courrier en main propre. Et il semblait. Mais quand vous sonnez, vous dites Monsieur Trogneux, vous ne dites pas Jean-Michel. Parce que je voulais pas lui mettre la puce à l'oreille au cas où. Lui dit merci Jean-Mi. Ah, ça on n'a pas compris. On a réécouté l'enregistrement plusieurs fois. On y retourne, on écoute. Donc, nous sommes devant le 14 rue des Vergeaux. Voilà. Donc, je sonne. Il est presque minuit. Oui. Oui, monsieur Trounier? Oui. Bonjour, on a un courrier pour vous. Ah, attendez, je ne suis pas prêt, là. D'accord, on peut repasser dans combien de temps, comme ça je vous laisse... à moins que vous puissiez mourir pour me le mettre dans la... Laissez-le au magasin si vous voulez. D'accord, très bien. Merci à vous. Merci Jean-Mi. Merci Jean-Mi. Oui, donc à aucun moment vous dites Jean-Michel Trogneux. Non, mais ça a l'air de lui avoir échappé. C'est un prénom qui... Anecdotique, on n'a pas encore de réponse face à cette... Alors, pour être honnête, je dois dire que une heure plus tard, on est retourné avec mon ami donc sonné. Et il nous dit, je ne comprends pas ce que vous me dites. On lui reparlait d'un courrier à lui remettre. Il nous dit, je comprends pas. Et il a ouvert la porte d'entrée. Et donc, on va pas vous montrer la vidéo, donc on commençait à monter les marches, mais lui est descendu. Il nous a pas laissé aller frapper à son appartement. Il est descendu et là, il a vu que j'essayais de prendre des photos, que j'essayais de filmer. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites, madame? Et il me dit, qui vous filmez là? Et je lui dis, eh bien vous. Et donc il a fait demi-tour et il est reparti en courant, s'enfermer dans son appartement. Donc nous, on n'est pas resté, on est ressorti. Donc j'ai vu ce monsieur de près. Je l'ai eu en face de moi et et selon moi, eh bien, ce n'est pas le petit garçon appelé Jean-Michel sur la photo de famille, sachant que comme on nous a menti sur tout. Est-ce que réellement cet enfant sur la photo s'appelle Jean-Michel? On sait qu'il y a plusieurs versions avec abat-jour, sans abat-jour. Enfin, cette photo n'a pas arrêté de changer. Et que ce petit garçon visiblement aussi a été rajouté sur la photo. Alors ça, certains experts le disent.
Et est-ce que derrière, enfin à la place de l'abat-jour au départ, parce que la première version c'était dans un roman français, le documentaire diffusé en 2017, et il y avait un abat-jour et un cadre derrière Jean-Michel qui ensuite ont été enlevés. Est-ce que la version, enfin à la place de l'abat-jour, il n'y avait pas, il y a un autre frère derrière. On peut se poser la question. Ça, ce sont des suppositions. Il y a aucune certitude. En tous les cas, c'est très bizarre. L'attitude de cet homme a été très étrange. Et donc, bien sûr, comme moi, je l'ai filmé, j'ai pu faire des gros plans et faire des analyses. Et je peux confirmer que c'est pas les mêmes oreilles. Alors Brigitte, 65 ans plus tard, a les mêmes oreilles, le même nez, la même bouche, la même forme de visage, de crâne, la même calvitie naissante quand sa frange se soulève. Mais Jean-Michel, qui est censé être lui sur la photo, non, là il est très différent. C'est pas le même nez, c'est pas la même forme de nez, c'est pas la même bouche. Ce n'est pas, bon, les oreilles, c'est quand même un point vraiment très important. Ça ne bouge pas au cours de la vie. Il a les oreilles plus petites, moins décollées. C'est pas, donc voilà. Pour moi, c'est pas le même que sur la photo. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est les impressions, c'est le témoignage de Natacha par rapport à cette rencontre intéressante avec Monsieur Trogneux. On va passer à la visite de Karine aux archives de Arras concernant le fameux mariage entre Brigitte, à l'époque Trogneux, et André Louis. On l'appellera pour les besoins de l'émission et pour les besoins de la cohérence, André ou André Louis. Moi, je l'ai noté André Louis et j'ai souligné la plupart du temps le prénom André. Et je crois qu'actuellement, il est plus souvent connu sous le nom d'André que André Louis ou Jean-Louis Ozière. Quand on parle de on nous l'a présenté comme André Louis avec un trait d'union, et après c'était André, plus loin Louis, c'était son second prénom. On cite pas le second prénom en général. Donc c'est pas. Second prénom qui est le troisième de Jean-Louis. Voilà, Jean-Louis André, c'est à peu près pareil à l'envers. C'est vrai que le Jean-Louis actuel qui existe et qui a porté plainte, son troisième prénom, c'est André. Et il est né aussi un 28 février, comme je l'avais dit chez Amandine, puisque j'étais la première à relever cette... Comme donc l'ex-mari de Brigitte. Exact, mais pas la même année. Mais bon, moi je suppose, on va dire, je suspecte Jean-Louis Ozière depuis le début d'avoir rendu des services aux renseignements. Alors, voilà, c'est une supposition. Natacha suppose, on n'affirme rien. Et donc il aurait pu travailler sous deux identités différentes, sachant que si vous vous renseignez sur ce qu'on appelle le bureau des légendes, les gens qui rendent service, on peut dire les espions, les agents, ont deux identités, dont une qui reprend certains renseignements réels de la vie, pour justement qu'ils s'en mêlent pas trop les pinceaux entre leurs deux identités. Donc il y a des choses réelles, donc on a pu mettre le prénom à l'envers, on reprend la bonne date, la date de naissance, mais on met une autre année. Oui, tout à fait, ça, on sait que ça existe, mais disons qu'on n'a aucune preuve de ceci, donc on va se garder d'interpréter et de donner des conclusions sans avoir les pièces ou les preuves. Ici, donc, on parle des archives d'Arras, où Karine va pouvoir nous commenter sa visite avec ses horaires qui sont découpés. Est-ce que Karine, tu es avec nous? Oui, tout à fait. Donc bonjour déjà à tous, et voilà, j'ai quelques petites précisions à apporter avant de pouvoir continuer. Je voulais surtout vous indiquer que ma volonté en fait de pas diffuser mon visage, elle est simple. Je souhaite simplement conserver mon anonymat. J'espère que ce souhait, cette volonté soit respectée. Et puis très honnêtement, mon visage change en rien ce que je vais vous apporter comme témoignage aujourd'hui. Cependant, j'ai bien conscience que mon témoignage puisse être considéré comme une preuve fragile et imparfaite, mais sa force probante est expressément soumise là à celle des preuves écrites qu'on va vous apporter. Voilà. Je voulais aussi vous préciser les circonstances dans lesquelles j'ai rencontré Natacha. Natacha Ray. J'ai courant novembre 2022 entendu parler que Natacha cherchait une personne qui résidait à Arras pour une démarche en toute légalité. Alors je lui ai envoyé un email et puis je lui ai indiqué que j'étais disposée à lui offrir de l'énergie et du temps. Et c'est ainsi que on a eu notre premier échange où elle m'a expliqué ce qu'elle souhaitait exactement. Et alors pour faire court, Natacha me demandait simplement de me rendre en fait aux archives départementales se situant à Arras
Elle se situe au niveau du quartier de la préfecture pour ceux qui connaissent ou ceux qui souhaitent s'y rendre. Alors, Natacha, comme elle vous l'a indiqué juste avant, elle a le 7, 8 et 9 novembre fait la démarche d'aller à Amiens, mais elle aussi s'est rendue à Arras, mais malheureusement, le temps qu'elle fasse la démarche d'arriver à Arras, les horaires, comme vous voyez, elles sont découpées, ne lui ont pas permis de consulter les articles. Voilà. C'est ce qui a amené en fait sa demande de faire appel à quelqu'un sur Arras. Et puis donc dans notre échange, c'était concrètement d'aller faire des photos sur les archives. Sur cet échange, je souhaite aussi préciser à chacun que j'ai indiqué à Natacha que je connaissais son existence, car j'avais entendu parler de certaines rumeurs courant, on va dire, du premier semestre 2022. Mais je lui ai également avoué que moi, personnellement, j'avais pas suivi son travail, parce que j'avais mon actualité pro et perso, et je n'ai pas en fait eu connaissance de la sulfureuse émission chez Amandine. Je n'ai pas non plus lu les papiers de faits et documents. Voilà, j'étais au courant de rien. Et du coup, c'était une bonne chose en fait dans la démarche parce que j'étais vierge de toute interprétation. Voilà, tous ces points en fait apportés. Je peux maintenant vous indiquer que je suis allée en fait aux archives départementales d'Arras à partir de novembre 2022. Et Natacha m'avait demandé de faire des photos des échos du Touquet et elle me demandait en fait des dates précises. Sur le visuel, vous voyez en fait l'archive PE 149. C'est plus facile pour celles et ceux qui voudront aller vérifier ce que je suis en train de vous indiquer. Ensuite, donc j'ai pris certains clichés et vu que le premier passage n'était pas en fait, il y a eu certaines photos qui étaient floues, j'ai également refait une deuxième visite le lendemain. Comme vous pouvez voir sur les vidéos, sur les images, pardon, ça c'est la photo en fait de la reliure dont la couverture est très fragile. Vous pourrez voir que voilà, elle est maintenue par simplement un petit scotch et donc elle peut être modifiée, manipulable à souhait. Voilà ce que moi j'ai vu déjà en arrivant. Ensuite, j'ouvre le journal, la reliure. Donc là, vous avez le premier article, la première parution de cette reliure. Et donc, je suis allée chercher, on va dire, l'édition, comme Natacha me le demandait, du 28 juin. Voilà. Elle arrive. Et donc, sur cette édition, vous avez cette première page de garde. Et en deuxième page, je tombe sur une photo et donc je prends la photo et j'envoie en fait, je tiens aussi à préciser que moi mon intervention consiste simplement à prendre des photos, à tout envoyer à Natacha et c'est Natacha qui est parfaitement apparemment au courant de son dossier puisque moi je ne suis au courant de rien, qui s'occupe de faire toutes les analyses et qui au fur et à mesure me demande de refaire des photos pour tel et tel autre article. Voilà, donc ici on voit l'avis de mariage de Mademoiselle Trogneux et de Monsieur Osière, sans préciser les prénoms, juste au-dessus de l'appel du 18 juin. On va parler, avant d'aller dans le détail de la photo, on va parler des tampons, un petit oui, parce que l'histoire des tampons. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ouvre en fait la reliure, tout est relié, sauf une seule parution, et c'est la parution que je vous prends en photo. Et donc, c'est la seule parution où moi je constate dans toute la reliure des tampons, et c'est la seule où il y a 2 tampons. Et Karine, donc la photo, le document qui n'est pas relié, donc le journal qui est détaché par rapport à tout le reste, c'est celui de quelle date? Alors, c'est pas celui du 28 juin du mariage. Ah non, on est d'accord que c'est pas celui du 28 juin. Alors très honnêtement, j'ai pas été revérifié, mais voilà, il fait partie de l'année 74. C'est la même année, oui, c'est la même année, le même mois, mais il ne fait pas partie, c'est pas celui du mariage. Il n'est pas forcément du même mois non plus. Je pourrais en fait aller revérifier. Alors contrairement, en tout cas, vous le préciser ultérieurement. À cet exemplaire, contrairement à cet exemplaire, vous notez que l'édition du mariage ne contient aucun tampon. Voilà.
Et puis, on a aussi une histoire de taille des Donc, numéros. Natacha, exactement. Donc, quand je précise à Natacha que quand j'y vais, il y a une seule parution qui est volante, qui est juste glissée dans la rayure, mais que voilà, je suis troublée parce que c'est pas la même taille, on n'a pas la même texture, et Natacha me demande du coup de faire cette photo avec le maître. Donc ça, c'est le lendemain quand j'y retourne où je refais en fait ces clichés. Donc, le numéro avec le mariage est plus petit, en fait, est plus, Oui, tout la à fait. longueur est plus courte que les numéros habituels. Ok. Non, que le numéro qui est détaché. Voilà, que voilà. Et qui indique avec les tampons aussi, Oui. qui a l'air d'être plus... 44,5 contre 40. C'est ça, Mmh, 42,5 pour la version avec le mariage et 44,5 pour la version détachée. Alors, bien sûr, on va me dire que ça a été coupé et que ça a été relié et que c'est pour ça que c'est coupé, sauf que à ce moment-là, je le vois pas encore, mais je vais le découvrir au fur et à mesure des recherches que Natacha va me demander, va me confier pour les photos. Je vais découvrir en fait qu'il y a d'autres en fait endroits où c'est relié, mais on ne coupe pas en fait les exemplaires. Ils sont vraiment reliés mais à l'identique. Ce que je veux dire, c'est que quand je vois en fait sur d'autres revues, d'autres journaux, quand je les retrouve, alors soit j'en ai des volants comme là, c'est le cas pour le 44,5, mais quand c'est relié, en fin de compte, c'est toujours à l'identique, ça n'a pas été coupé. Oui, donc c'est voilà. Donc c'est quelque chose qui par la suite va venir en fait entre deux me donner encore plus de troubles quand je reviens après sur cette partie arageoise. Ok. Alors, on continue avec les anomalies qu'on trouve sur cette page indiquant le mariage de Mademoiselle Trogneux, Monsieur Ozière. Natacha va... On peut se demander quand même quel est l'intérêt de recouper des journaux qui, dans leur dimension initiale, rentraient parfaitement dans le support actuel. Voilà. Effectivement. Alors, est-ce que tu veux déjà commencer, Natacha, par nous donner quelques indications sur les anomalies qu'on constate? On a parlé du prénom déjà, des prénoms qui sont pas mentionnés. Alors ça, je mets au défi quelqu'un de trouver un seul article de mariage, ancien ou contemporain, où les prénoms sont pas cités, ou dans le titre, ou dans l'article. Ça n'existe pas. Et croyez-moi, j'en ai fait des recherches pour essayer d'en trouver un similaire. D'autres avis de mariage. Oui. Qui vont vous montrer que dans les mêmes archives, et dont plusieurs la même année. Je vais vous les montrer déjà pour que vous ayez une petite idée. Ici, vous avez alors on ne voit pas exactement les prénoms, mais attendez, ça va venir. Voilà, Mademoiselle Marie-Christine Hermarie, Monsieur Denis Materne. Alors Chloé, pour une précision, quand c'est pas indiqué le prénom et le nom dans le titre, on l'a obligatoirement, systématiquement dans le petit énoncé en dessous de la photo. C'est systématique. On a toujours effectivement. Oui, tout à fait, Karine. Et ici, on a vu on ne les a pas les prénoms. Ici, on a un autre exemple. David mariage avec les prénoms, Dominique, Christine. Joli prénom. Très, très joli, en effet, Dominique. Et puis d'autres. Vous verrez aussi, je pense que c'est Natacha va nous le préciser, les photos sont différentes de celles qu'on peut voir pour Avant de passer aux photos, il y a quand même une grosse anomalie sur la page où figure l'article. Regardez, en dessous, on a un article sur l'appel du 18 juin. Donc, alors, sachant que c'est le numéro du 28 juin. Donc, là, ce n'est plus d'actualité. C'est quand même curieux qu'on parle de ça. Alors, il faut préciser que l'écho du Touquet est un hebdomadaire, qu'il y a eu un numéro le 21, Voilà. que dans la logique des choses, serait dû paraître le 21. Bon, maintenant, c'est possible que ça paraisse une semaine après. Mais c'est vrai que c'est très bizarre, mais alors oui, c'est le stagiaire. Mais alors on constate quand même là une anomalie de taille que Karine avait remarqué aussi, c'est la légende sous cet article qui est collée à la photo parce que par manque de place. Donc là vous parlez de l'article du 18 juin. Et voilà, et regardez la légende. Oui. Là la mise en page est déplorable.
Oui, c'est vrai que la légende qui est... On parle de la légende de l'appel du 18 juin. Elle Voilà. est collée à la photo. Effectivement, on dirait que ça a été rapiécé. Par manque de place. Parce que moi, je pense qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des faux vrais ou des vrais faux. C'est-à-dire que c'est imprimé d'après une version numérique. Et c'est bien sûr sur la version numérique que l'on peut faire le bidouillage, enlever un article. Si bidouillage. Je crois que pour régler le problème, comme Chloé a beaucoup d'audience, c'est de lancer un appel. Alors, à toi, Dominique, lance l'appel. C'est l'appel du, c'est pas le 18 juin, mais c'est l'appel du 7 août. On enregistre le 7 août. Du 7 août. S'il y a des gens qui habitent, qui ont des grands-mères ou des amis ou des connaissances qui habitent, qui ont des échos du Touquet de cette époque, des années 70, eh bien, Chloé et Natacha seraient ravies d'avoir, d'être preneuses. Elles n'ont pas beaucoup d'argent, mais elles sont très intéressées. Et pour les originaux, on est intéressés. On vous donnera une adresse mail pour nous envoyer tout ça. Et là, on parle de l'écho du Touquet, mais autant en profiter, devenant de 28 juin des années 74, mais aussi pour la Voix du Nord, on le verra tout à l'heure, et aussi le courrier Picard, ça nous intéresse. Alors, tu nous referas l'annonce en fin d'émission, pour que tout le monde comprenne le message. Justement, Natacha aborde la thématique du vrai-faux. Sachez qu'elle me le fait remarquer quand j'y vais, et donc du coup, à mon deuxième passage, quand je vais à Arras, je demande aux documentalistes si il s'agit d'un vrai faux ou est-ce que c'est des originaux. Et la personne, l'employé, me répond que c'est vraiment considéré comme des originaux et que ce n'est pas quelque chose qui a été imprimé. Voilà. Oui, considéré comme des originaux. Et les termes employés. On constate, ouais. Monsieur Després. Non, mais on constate autre chose. On n'a pas fini dans le détail des anomalies. C'est le coloris, c'est-à-dire que, Karine peut en toucher mot. Si l'on prend l'original, donc qui se trouvait à l'intérieur, qui est plus long, sur du vrai papier journal, on constate aussi que le vieillissement n'est pas le même. Il est parfaitement uniforme, les pages sont abîmées, alors que dans la reliure où se trouve donc le fameux exemplaire du 28 juin, on a un vieillissement en encadré, c'est-à-dire c'est plus clair au milieu et c'est comme une sorte de jaunissement artificiel en forme de cadre et les pages ne sont pas cornées, ne sont pas abîmées, c'est quand même des revues qui datent de 74. C'est Karine qui pourrait bien en parler parce que nous on l'a fait, mais... Tout à fait. Alors justement, moi sur cette parution, je suis en effet troublée sur le fait que c'est vieilli, c'est joli qu'au niveau du cadre. Et ça me saute encore plus aux yeux puisque j'ai ce fameux exemplaire qui est pas rattaché et qui me permet de voir en fait que en effet un journal vieillit de façon uniforme. Il va pas vieillir dans les bords et pas vieillir en fait, pas jaunir au centre de la page. Donc il y a ça en effet. Et de nouveau, je pourrais préciser que sur la suite des autres parutions que je vais aller observer par la suite, ce n'est pas quelque chose que je vais observer. Je ne vais jamais trouver d'exemplaire où c'est vieilli en cadre comme ça. Alors là, je suis sur une parution, on dirait un petit peu, oui, un peu de jaune quand même autour. Tu les vois aussi, Karine ? Oui, tout à fait. Et donc, ça fait partie de la même reliure, cette fameuse reliure dont on parle là à l'instant. Tout ça apparaît, vous voyez, on voit bien que le jaune est vraiment en cadre. Ouais. Attendez, je vais vous remettre. Donc, c'est cette reliure exclusivement qui comporte ce jaune autour, quoi. Ok. On a aussi... Moi, je pense qu'on peut parler déjà du maire et de l'imprimeur et du propriétaire de Léonce Després, qui est donc mentionné ici. Voilà. Sous l'article « Sous la vie de mariage », qui est un ami des Trogneux, on va voir à quel titre, un peu plus tard. Léonce Després, qui est également le directeur, attendez, voilà. Du journal des Échos du Touquet, oui. Le journal des Échos du Touquet, vous voyez son nom ici sur l'édition du 16 août 1974. Mais il est également propriétaire de l'imprimerie qui permet d'imprimer cet Écho du Touquet.
On le voit ici. Alors, et effectivement, il est aussi député maire du Touquet. Voilà, Monsieur Després est un maire qui a fait énormément pour le Touquet. Il a permis justement l'essor de la cité, et c'est ce qui fait qu'on a une grande renommée en fait avec tout ce qu'il avait mis en place pour le Touquet. Et donc on a son petit-fils en fait qui annonce son décès malheureusement au 8 juillet 2017, comme le montre Public Sénat. Monsieur Després s'éteint. Mais on se pose la question, qui est son petit-fils, le petit-fils de Léonce Després? En effet, et on voit aussi que Léonce Després possède l'imprimerie des Échos du Touquet ici, en plus d'être le directeur et d'être le maire du Touquet. Et donc, par chance, le petit-fils en fait de Léonce Després a bénéficié, malheureusement, l'entreprise familiale était en phase de redressement judiciaire, et donc depuis 2019, comme l'article l'indique. Et par chance, le tribunal a permis la reprise de l'activité. Le sauvetage de l'activité. Incroyable. Tant mieux. Alors, on va aussi vous montrer... Natacha, vous voudriez... Natacha veut ajouter quelque chose sur Léonce Després? Non, c'était pas sur Léonce Després. C'était que quand on consulte les Échos du Touquet de l'époque, on se rend compte que ce prétendu mariage Trogne-Osière n'était pas l'événement de l'été, comme tous les journalistes et biographes ont voulu nous le faire croire. Donc là, on en a bien la preuve. Donc on a des mariés qui sont pour certains issus de la bourgeoisie ou haute bourgeoisie, qui avaient droit à des articles plus longs et qui posaient même, pour certains, à côté du maire, lequel, ne l'oublions pas, était un grand ami de Jean Trogneux, président du club de tennis du Touquet. Pas encore dit, mais on va l'ajouter tout à l'heure. Là, par exemple, on a une photo, on a une copie de l'édition. Alors, je ne sais plus de quelle édition il s'agit. Mais en tout cas, c'est en juillet 1974. Et donc, une nièce de Monsieur le maire se marie hors du Touquet. Elle viendra y passer, comme on le voit en fait dans l'article, elle viendra y passer son voyage de noces. Mais elle bénéficie tout de même de l'annonce de son mariage dans le journal de son oncle. Ouais. Non, mais sinon aussi on voit le mariage de Mademoiselle Marie-Christine Armani et de Monsieur Denis Materne, et on voit les mariés posés à la sortie de la mairie aux côtés du maire. Oui, effectivement. Ce qui n'est pas le cas de Brigitte, puisque... Mais ça, de toute façon, tout le monde va pouvoir le télécharger. Bien sûr, mon analyse complète. Ici, vous avez la deuxième personne à gauche, qui est Léonce Després, et qui est donc à côté de Marie-Christine Hermari, dont parlait Natacha à l'instant, et Denis Materne. Il est à côté des mariés. Mais le plus flagrant dans toutes ces photos qu'on a relevées, c'est la différence avec celle de Brigitte Trogneux. C'est la différence. Vous voyez bien que ce sont des photos nettes, des photos prises sur le vif par un journaliste professionnel, toujours à la sortie de la mairie ou de l'église. L'autre anomalie qu'on n'a pas vue, c'est le problème de marge, là. On voit bien que c'est pas parallèle, et on est très très près de la photo. Il y a un problème de marge ici, sur le texte qui est à droite de la photo de l'avis de mariage, qui colle beaucoup trop la partie et puis qui est pas parallèle. Alors c'est des points. Il y a tellement de choses. Sacha, qu'on a observé nous, mais pour un souci, parce que voilà, il y a tellement d'éléments dans ce dossier qu'on a choisi de ne pas aborder non plus tous les détails. Il y a un autre détail qu'il faut quand même préciser. C'est que ça paraît dans l'Écho du Touquet. Et cette photo, visiblement, appartient à un autre journal. Alors attends, on garde le suspense, on va pas tout révéler tout de suite, les amis, sinon ça sert à rien qu'on continue. Dominique, vous confirmez que vous, de par votre profession en tant qu'historien régional, vous consultez, vous êtes habitué à consulter des archives toute l'année. J'ai consulté des archives un peu partout, pas un peu partout en France, mais dans différents endroits de France. Et on a parlé non, on n'a pas encore parlé des autres, mais oui, les archives, il y a toujours une cohérence sont tous les gens qui lisent des journaux. Là, on est sur des archives de journal, donc c'est pas sur archives journal, c'est simple, quoi. C'est bon, mais là, on n'a pas besoin d'aller aux archives. On a un journal qui visiblement est une mise en page
le fanzine étudiant est mieux fichu, quoi. C'est, ouais. C'est pas très bien ajusté, Non, on va c'est- dire. ouais. Et pour reparler du deux poids, enfin du deux mariages, deux mesures entre le mariage Trogneux-Osières et le mariage de la nièce de Léonce Després, le maire et le directeur et l'imprimeur de ce journal, on voit, si on regarde de plus près, les deux pages. Ça, c'est la page du mariage Després et puis Péris Reg, donc la nièce de Léonce Després, qui occupe un tiers à peu près de la page. Et puis quand on voit le mariage Trogneux, Osières, il occupe Oui, bon. ça- un peu plus de place, plus que le tiers oui, de mais la page. celui-là s'est déroulé au Touquet, pas l'autre. Bon. Et là, on est dans le détail. mais il prend plus de place que Mais toutes sur ces, le voilà. journal, il prend plus de place. Sur le journal du principal intérêt de Léonce Després, il prend plus de place Il y a- que celui de sa nièce. Il y a un problème de typographie aussi. Ah oui, on regarde effectivement le titre, le carnet touquetois. Vous le voyez dans une certaine police de caractère. Et puis, vous avez le carnet touquetois version version mariage de la nièce avec une autre police de caractère. Vous regardez en haut, vous voyez vraiment nettement la différence. Ici, on vous a collé les textes de détail sur les anomalies que Natacha a rédigé dans Dans mon mémoire pour la justice. qu'on vous laissera lire et qui reste dans le PowerPoint qui sera fourni avec la vidéo. Là, on a l'article de Ouest France. On a oublié peut-être de préciser. On a le championnat de tennis. Ah, le tennis. Eh oui. Mais justement, c'est justement cet article-là qui parle du fait qu'un certain Jean Trogneux est le président de, attendez, Du tennis club du Touquet. tennis club du Touquet quand même. Et alors là, c'est Ajouter simplement que justement en dessous de la photo de mariage, dans le petit encart en dessous, Oui. on a aussi des éléments qui indiquent que ce monsieur est président du Alors, je vais vous Tennis remettre la club. photo pour qu'on le voit un peu mieux. Est-ce que c'est celle-ci? Oui. Alors, évidemment, c'est trop petit ici, mais attendez, peut-être qu'on peut le voir mieux. de toute façon, c'est indiqué dans l'article, c'est indiqué dans un autre article que j'ai mis donc dans mon dossier. Exactement, ils regarderont le détail. On apprend aussi donc que le week-end du mariage de Brigitte et de André Le 22 Louis juin, le a samedi 22 lieu juin. en plein milieu du week-end de tennis, du tournoi de tennis du Touquet, qui est l'événement Tournoi des vétérans, Tournoi des vétérans, exactement. On va le voir aussi ici. tournoi international quand même. L'intitulé Tournoi international de tennis des vétérans au tennis club du Touquet, qui a lieu du 21 au 23 juin avec le mariage de Brigitte et de André Louis en plein milieu, le 22 juin. C'est pas de chance quand on est président du tennis club. Je dirais, quand on est président du tennis club, qu'on organise dans sa ville un tournoi de tennis international, qu'on place au milieu le mariage. Pour rendre hommage à Karine qui l'a Des relevé. notables. Alors, Elle l'a dit. ils vont nous dire, parce que d'après ce que j'ai compris, c'était la journée internationale du tennis, c'était dans mon article. Voilà. Mais à ce moment-là, Et quand on on est précise père, là, c'est ici. plus le président qui choisit la date du tournoi, c'est le père qui choisit la date du mariage et qui choisit un autre jour que Effectivement, ça paraît malvenu de mettre ça le choisir, même week-end. alors qu'il sait depuis au moins un an qu'il va y avoir le tournoi à ce Et donc moment-là. voilà, comme tu l'as dit à l'instant, Dominique, c'est pas seulement le tournoi de tennis, mais c'est à l'occasion du week-end de tennis Voilà. qui est consacré au tennis. Donc le père C'est un événement très important pour un président, oui. Pour marier pour sa fille, ou alors c'est qu'il a un problème de priorité. conscientisation de priorité ou de mémoire peut-être des choses. Ça fait beaucoup d'anomalies, on est d'accord. Bizarre. Il était Voilà. peut-être stagiaire aussi. Mais ça devait être un stagiaire, probablement, Dominique, c'est très bien de le suggérer. Tout est possible. On va passer cette fois maintenant aux archives d'Amiens. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour ce qui concerne Les gens verront la différence de photos. On a mis suffisamment d'exemples de comparaison. Vous avez une dizaine d'autres avis aussi de mariage. Voilà, vous verrez la différence et vous verrez qu'il y a toujours les prénoms ou dans le titre ou dans l'article ou les deux. Voilà. Sauf dans le mariage du 22 juin 1960. De la fille du meilleur ami de Léonce Després, voilà. Qui pose pas à côté de lui et dont on précise pas le prénom.
Pré Jean Trenu. Parce qu'on hésitait à l'époque entre Jean-Louis et André pour le prénom. Ah, voilà. C'est pour ça que le prénom n'est peut-être pas mentionné. Mais manque de chance, Jean-Louis. Le prénom. Est-ce que c'était André-Louis, André, Jean-Louis André? Vous n'étiez pas sûr. Ah, mais manque de peau, Jean-Louis André était marié depuis 1966 et n'a divorcé qu'en 1996. Donc ça pose quand même un gros problème parce qu'on aurait pu... Voilà. Alors là, il faut chercher un second Jean-Louis André quelque part. L'interprétation libre, les amis. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Alors on arrive à Amiens. Deux lieux, même plus, je crois, qui ont été visités, mais ceux qu'on vous décrit aujourd'hui, ce sont les archives d'Amiens et les archives du cimetière d'Amiens. Attention, vous allez comprendre. Alors moi, j'y suis allée et Karine y est retournée pour moi parce que je pouvais pas y retourner. Donc voilà, elle m'a rendu plusieurs fois service. Donc tu y es allée d'abord quand tu as fait le ding-dong de Jean-Mimi. En tout cas, c'est bref. J'ai pas eu le temps d'aller malheureusement au cimetière d'Amiens où je comptais aller. Je devais rentrer sur Paris et après rentrer chez moi, dans un département très lointain. Oui, qu'on ne nommera pas. Et ici, donc ici, c'est Karine qui a visité ces archives. Que je connais aussi. Que Natacha connaît. Alors déjà, je tiens aussi à faire une petite précision. Je n'ai reçu aucune somme d'argent de la part de Natacha. Je ne me considère pas comme sa collaboratrice, même si j'ai collaboré, on va dire, avec elle et je lui ai rendu justement ses services. Elle ne m'a pas indemnisé ni pour mon temps, ni pour les kilomètres, ni pour le carburant utilisé, pour être honnête avec vous. Alors j'y suis allée gracieusement et j'y suis allée une première fois le 29 novembre et j'ai pris quelques clichés. Elle m'a demandé d'y retourner le 19 décembre et on passait par un canal pour donc elle était bien autant le 29 elle n'était pas tout de suite informée de la date, autant le 19 décembre elle a été parfaitement informée que je me rendais ce jour-là dans les archives. Elle me mentionne que oui, il y avait une histoire de changement d'horaire et compagnie. Donc, qu'est-ce que je fais? Quelques jours avant, la veille ou l'avant-veille, je téléphone aux archives pour leur demander les horaires du 19 décembre. Et quand j'arrive justement le 19 décembre, j'y arrive du matin sur Amiens, puisque j'arrive d'Arras, donc il y a 1h30 environ de route, et j'arrive du matin, puisque Natacha m'a demandé aussi de voir d'autres choses qu'on abordera juste après. Donc, quand j'arrive le 19 décembre, je vois justement, les personnes pourront zoomer et verront qu'il y a bien une première affiche qui dit que, les horaires ont changé à partir du 7 décembre. Rappelez-vous, Natacha a commencé à y aller à partir de novembre. Du 7 novembre, oui, pardon. Oui. Les horaires ont changé à partir du 7 novembre. Natacha commence à y aller le 9. Moi, j'y arrive le 19. Elle est parfaitement informée que j'y vais le 19. Et quand vous regarderez, vous zoomerez la fiche du bas, c'est un petit ballot. Les archives sont ouvertes normalement de 13h à 18h. Et là, de façon exceptionnelle, le matin même, ils affichent l'information que il y a un incident au niveau de la gestion du personnel et que les archives seront exceptionnellement disponibles au niveau des consultations de 15h30 à 18h. Donc alors avant c'était quoi l'horaire? Avant c'était 18 et là ça fait 15h30 18. Donc rappelez-vous que j'ai 1h30 de route et que je suis censée venir faire quand même plusieurs clichés qui prennent quand même un certain temps puisque vous n'avez pas accès libre en fait aux archives. Vous devez passer par l'accueil et vous devez demander les telle et telle revue. Et ensuite vous avez des fois 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes d'attente, le temps que la personne aille chercher en salle d'archives et qu'elle vous les remonte en salle de lecture. Donc tu supposes qu'il y a eu un changement dû à ta venue ou je ne suppose pas en fait. Moi je me dis que c'est pas de chance en fait justement ce jour-là. Coïncidence. J'ai pas de chance. Donc du coup
Bah oui, c'est pas de bol parce que j'avais quand même de la route et j'avais pas prévu de repartir. Donc j'explique à Natacha l'incident, comme quoi il est 13h et que je vais pas pouvoir y accéder. Elle me demande du coup de pas perdre de temps. Il y a des choses qu'on a faites le matin et du coup elle me dit ce que j'aurais dû faire après la salle de lecture, je vais le faire avant. Donc on s'adapte et elle me demande de prendre contact aussi avec le lycée du Sacré-Cœur à Amiens, où j'y vais, j'ai affaire à une personne qui me dit qu'ils n'ont pas accès en fait aux archives pour accéder aux photos, les vieilles photos en fait des anciens élèves. Et je ressors de là, je prends mon téléphone et je rappelle, et j'ai affaire à une deuxième personne, puisque la première avait l'air de pas comprendre et pas savoir exactement ce que je demandais. Donc je recontacte le lycée par téléphone, et là j'ai affaire à une dame qui m'explique que la seule personne qui peut me répondre et me donner en fait ce que je lui demande, c'est une personne qui est apparemment au service informatique, et c'est pas de chance, elle est actuellement en fait en visioconférence, en réunion. Donc on me demande mes coordonnées, qu'on va me rappeler plus tard, il n'y a pas de souci, je les donne, et on me rappelle quelques jours après pour me dire que c'est pas de chance, en fait les archives n'existent plus, elles ont été détruites. Donc on ne peut pas en fait accéder en fait aux photos de classe. Ce qui suit, pour moi, je suis troublée puisque je fais partie de la génération qui a vu sur la télé Perdu de vue, où on voyait, ou Patrick Sabatier également, où on voyait en fait des vieux clichés de vieilles photos. Donc je pensais vraiment qu'en France on archivait les photos de alors dans certains cas non, apparemment. Bah oui. Au Sacré-Cœur à Amiens, non. Donc Sacré-Cœur à Amiens, non. Pour pouvoir boucler cette chose-là, c'est également en fait quelque chose que je vais demander aux archives quand j'irai à Amiens. Je demanderai si ces personnes, elles ont au niveau des archives, ce genre d'archives, on me dit non plus. Voilà. Donc je reviens à 15h30. Et j'avais vu justement à 13h une personne qui attendait tout comme moi, que j'avais déjà également croisé en salle de lecture sur la journée du 29, et je lui demande s'il a eu des informations, si la salle de lecture est ouverte, et il me dit toujours pas, et au final je patiente, et enfin une personne des archives arrive. Et cette personne va prendre en fait les petites commandes. On a des petits bordereaux roses à compléter. Moi, vu que j'ai pas voulu perdre de temps, j'ai commencé à compléter toutes mes petites feuilles roses. Et je lui remets mes feuilles roses, sauf que il me dit non, en fait ça va pas. Il commence à me barrer toutes les infos que j'ai mises. Et heureusement, donc je lui dis d'arrêter puisqu'il est en train de détruire toutes mes dates et que je vais perdre mes dates de consultation. Et donc, je reprends mes petits bordeaux roses. Et heureusement, j'avais prévu, en fait, la liste des dates à consulter sur un autre papier blanc, ce qui m'a permis de remettre comme il faut. Et donc, du coup, je donne ma commande. Et là, en fait, contrairement à ce que j'aurais pensé, la personne qui était restée à 13h, c'était la première personne d'arriver, puisque je l'ai vue à 13h. Je pars, je reviens, je perds mon tour, il n'y a pas de problème. Mais bizarrement, je ne comprends pas, il y a une autre personne qui se trouve devant moi et qui passe avant tout le monde. Qui passe pas encore, non. En fait, c'est vraiment pour expliquer que cette personne, elle passe avant tout le monde. Et je suis très étonnée. Cette personne semble très énervée. Alors je me dis sur l'instant qu'elle doit être énervée comme moi. J'aurais pu l'être, mais voilà, c'est la vie. Il y a des événements impondérables, ça arrive. Mais peut-être que cette personne était vraiment pressée, et je me suis dit, si elle arrivait après 13h, parce qu'elle n'y était pas à 13h, si elle arrive après 13h, peut-être que ça fait un petit moment qu'elle attend et qu'elle est agacée. Mais en attendant, cette personne passe en premier. Et puis, le monsieur qui est à 13h passe en deuxième, et moi je passe en troisième, on donne nos petits bordereaux. Et précédemment, je vous ai dit, c'est pas parce que vous donnez vos bordereaux que vous avez votre commande tout de suite. Il faut le temps que ça aille, chercher les archives. Et quand enfin les premières archives arrivent, le premier demandé, le premier servi, la personne qui s'occupe en fait des archives à l'accueil dit, votre commande est arrivée. Donc la personne se lève. Et la personne dit, c'est bien pour la commande de Monsieur Trogneux. Là, vous comprendrez bien que les oreilles elles ont sonné.
je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est quand même ballot, belle synchronicité qu'un monsieur Trogneux fasse en même temps que moi des recherches. Donc, ce que je fais, c'est que je prends en photo par automatisme la personne qui est devant moi, j'envoie un message à Natacha en disant, bah écoute, je ne comprends pas, il y a un monsieur Trogneux qui est en face de moi et qui consulte aussi des archives et ça semble être le courrier Picard. Et donc voilà la photo que j'ai prise. Alors, c'est celle-ci. Bien sûr, pour respecter la vie privée, j'ai obscurci comme ça je le fais toujours, voilà le visage entier de la personne, puisque je respecte sa vie privée. Alors, Quand je reçois le cliché, moi je le reconnais immédiatement et je dis c'est Alain Trogneux, l'historien qui a fait numériser toutes les archives de la Somme et les courriers Picard. Mais moi je ne connais pas ce monsieur. Donc ce que je fais, c'est que moi je me lève, vous avez vu, je suis installée, j'ai pris mon scanner pour pouvoir l'ordinateur est devant, j'ai prévu en fait de m'installer là. Moi je ne connaissais pas ce monsieur et je ne sais pas le remettre dans toute cette affaire. Et donc du coup, je me dis, Karine, sois quand même intelligente, tu vas pas venir consulter en face à face. Hein. Donc je me suis levée. Là on se trouve à la première table, juste devant l'accueil des archives. La deuxième était complète, je ne pouvais pas m'y installer, donc je viens à la troisième table. Je m'installe. J'ai obscurci aussi les visages des personnes qui se trouvent devant moi, par également respect de la vie privée des personnes. Mais si vous zoomez un peu plus la photo, quand moi j'arrive et que je m'installe sur cette table, la personne qui se trouve devant moi et qui a une oreillette, elle est en train de parler. Et elle parle à voix basse et elle parle à personne. En tout cas, elle parle à personne. Il n'y a pas une personne physique devant elle. Mais du coup, je me dis, c'est bizarre, elle a une conversation téléphonique, très certainement. Et puis, quand j'arrive, la personne se tue. Et donc, se tue, c'est un peu violent quand même. Non, elle se tait. Voilà, faudrait que je revoie en fait mon bécherel. On est d'accord. Donc la personne en fait se tait et c'est troublant, mais bon voilà, je m'installe, je fais ce que j'ai à faire. Karine, tu peux apporter quelque chose, pardon. Oui, il est resté tout l'après-midi comme ça, sans archives à côté de lui. Mais pas tout l'après-midi, il est 15h30. En tout cas, du 15h30 à 18h. Vous l'avez vu avec des archives? Jamais. Par contre, il y a quelque chose de troublant, c'est qu'à un moment donné, moi, de où je suis debout et je suis à la troisième table. Donc, je vois en fait ce monsieur Trogneux de la première table se lever, passer derrière moi et se diriger sur la gauche vers le bout de la salle où il se trouve deux portes. Pardon. Excuse-moi, juste parce que c'est pour que les gens comprennent bien. Monsieur Trogneux, celui qu'on a appelé Monsieur Trogneux, lui, il avait les archives que tu avais demandées, c'est bien ça? Alors, ça, je le découvre qu'après, en fin de journée. Mais il avait des archives avec lui. Mais l'autre monsieur qui a l'oreillette, il passe l'après-midi sans archives avec lui. Alors, j'ai, comme je disais tout à l'heure, fréquenté les archives à Brest, à Rochefort, à La Rochelle, à Chambéry, un peu partout. Je n'ai jamais vu quelqu'un aux archives sans document d'archives. Parce que là, c'est la personne qui n'a pas de chauffage chez lui en plein hiver, il vient se mettre là confortablement. Ça arrive dans les bibliothèques, mais pas dans les services d'archives. Oui, mais là, on est vraiment dans le point archives. J'ai jamais vu ça. Il y a d'autres, en fait, derrière. Moi, à un moment donné, je vais découvrir, parce que je connais pas, je suis jamais allée, en fait, dans ce lieu. Par la suite, je vais aller explorer un peu le lieu sur l'ensemble de mes visites. Les fameuses deux portes du fond, il y en a une à gauche qui est les toilettes et une deuxième qui ramène à une deuxième pièce. Et ensuite, si vous faites le tour, vous trouvez, en fait, qu'il y a un endroit, justement, où vous pouvez vous installer avec des ordinateurs. Donc ce monsieur a une tablette, ordinateur, donc je suis un peu étonnée au final qu'il soit là. Mais ce qui m'a troublée vraiment, alors au-delà de la conversation qui s'arrête quand j'arrive et où il parle de façon très discrète, je suis très étonnée que ce monsieur Trogneux de la première table se lève, se dirige vers la porte, mais quelques secondes après, non ça c'est encore une autre journée, mais quelques secondes après, le monsieur qui est en face de moi au niveau de la table se lève et se dirige dans la même direction par le même laps de temps que Monsieur Trogneux, et l'un après l'autre reviennent à tour de rôle et reprennent leur place. Ce qui me trouble beaucoup. Donc, je ne sais pas si... Vous serez parlé, Karine?
Je ne sais pas, je ne les ai pas vus se parler, mais c'était troublant parce que ça faisait vraiment, synchro, se lever en même temps, aller dans la même direction, revenir au bout du même moment, c'était vraiment troublant. Et Donc cette voilà. photo, tu peux nous la Et cette commenter? photo, je vais vous la commenter, c'est alors petite précision sur le 19 décembre, c'est à la fin quand je ramène mes manuels que je me rends compte que la personne de l'accueil m'a donné en fait les éditions du courrier Picard de Amiens et environ. Sauf qu'il y a deux éditions, il y a Amiens et il y a les éditions Amiens et environ. Et je découvre en fait Amiens et environ, parce qu'on n'entend pas bien. Donc Amiens Amiens et environ. Voilà, et en fait, il y a deux éditions. Il y a une édition Amiens, vraiment 100% Amiens, et après une édition Amiens et environ. Et je découvre que moi, ce monsieur de l'accueil m'a donné Amiens et environ, et que les mêmes dates en quasi. Alors ce jour-là, en fait, ce monsieur Trogneux va en fait consulter des documents, hein, et il va consulter en fait les mêmes années que moi. Sauf que lui, il a eu le courrier Picard d'Amiens et moi, j'ai eu Amiens environ. C'est ce qui fera que je vais devoir revenir de nouveau plus tard en fait sur les archives d'Amiens, puisque au final, j'ai pas les clichés que Natacha m'avait demandé. Et donc sur la deuxième photo que vous voyez, on est en fait sur une autre journée où j'avais également indiqué à Natacha que je viendrais à cette date-là. Et on est sur le 10 février. Et donc ce monsieur, en fait, commande les mêmes revues que moi. Sur les mêmes années, par exemple juin 70 et juin 71, et je suis face à lui. Et là, je me dis bon, de toute façon, il n'y a pas de problème, on y va, je vais consulter. Et donc, je consulte au fur et à mesure, et il y a certaines dates communes que on me dit qu'on peut pas me donner puisqu'on me dit que ce monsieur est en train de les consulter au niveau de l'accueil. Et donc ce monsieur me dit ah vous consultez les mêmes dates que moi, c'est bizarre. Je dis bah oui, c'est vraiment troublant. Et il m'a dit Il n'a pas répondu, c'est vous qui consultez les mêmes que moi pour la deuxième fois. alors je ne sais plus exactement dans le sens, mais en tout cas il m'a surtout fait remarquer que c'était troublant qu'on consultait les mêmes choses. Mais il a été très gentil, vraiment très gentil, parce qu'il m'a proposé son aide. Il m'a proposé. Déjà, c'est très aimable. Mais est-ce qu'on peut supposer, Karine ou Natacha, je sais pas, ou Chloé, mais non, je sais pas. est-ce qu'on peut supposer que cette personne a été avertie en amont que vous alliez chercher ces pièces précisément? Je ne sais pas. En attendant, dans une conversation avec Natacha vous précise les dates qu'il faut vérifier. Et alors une fois on veut bien, mais une deuxième fois la personne a les mêmes. Est-ce que c'est parce que nous on avec Natacha on a vécu quelque chose en espionnage aussi quoi. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas en fait comment vous expliquer ça, mais moi en attendant, je suis troublée de le revoir de nouveau et j'ai même un doute de savoir qui il est vraiment. Je pense savoir qui il est et en fait, ce monsieur, donc je tiens à le remercier parce qu'il a voulu me proposer son aide. Il m'a demandé ce que je cherchais exactement dans ces archives. Oui, ce monsieur, il m'a demandé ce que je cherchais dans les archives. Je lui ai dit, écoutez, rien de particulier. Et donc, simplement parce que je souhaitais que ce que Natacha me demande reste en fait confidentiel puisqu'elle m'avait fait confiance. Et donc, elle m'avait envoyé moi, elle m'avait pas envoyé ce monsieur. Donc, j'estimais que c'était à moi de le faire moi-même. Et j'ai été troublée parce que sur ce même jour, justement, quand monsieur Trogneux part, on va dire entre 17h et 17h30, 17h15, il me semble de mémoire, d'un seul coup, un monsieur arrive d'un pas précipité. Je suis en première table, donc je vois arriver toutes les personnes qui arrivent en salle de lecture, et il y a une personne qui arrive d'un pas très précipité, et c'est pas troublant, à mon avis, si ça l'est, c'est que je reconnais la personne que j'avais vue avec les oreillettes sur ma première visite, sur la visite précédente. Et donc, ce monsieur s'installe de nouveau sur une table, il va pas demander d'archives, il va pas de consulter quoi que ce soit. Et je suis très étonnée parce qu'il arrive après 17h30, en sachant que la salle de lecture s'arrête à 18h et que la bibliothèque se termine à 19h. Voilà. Donc, je suis troublée de façon régulière.
Voilà, deuxième partie de la vidéo, puisqu'on a dû se déplacer. Le lieu où nous étions était en train de fermer. Donc, vous aurez une deuxième partie avec un deuxième décor. On enchaîne sur la visite aux archives de Boulogne-sur-Mer. Toujours Karine, notre éclaireuse, a été à Boulogne-sur-Mer et a trouvé des pépites qu'elle va nous décrire. Alors, toujours concernant le fameux mariage de Brigitte Macron, ou de Brigitte Trogneux plutôt, et d'André-Louis Osière, aux multiples prénoms en fonction des médias sur lesquels il est publié. Donc, on y va. Voilà ce que trouve Karine devant les archives de Boulogne-sur-Mer. Également un changement d'horaire. Karine, tu peux nous expliquer un petit peu Oui, alors brièvement, tout à fait. Donc brièvement, j'explique à Natacha, étant native du secteur d'Arras et des environs, je lui explique que elle m'envoie voir les courriers Picard et les courriers les Échos du Touquet, mais que nous sur le secteur, vraiment le journal qui fait référence, qui fait foi, c'est La Voix du Nord. Et je suis étonnée à chaque fois qu'elle me demande pas d'y aller. Et donc moi je prends l'initiative d'aller à la médiathèque d'Arras où se trouvent les archives de La Voix du Nord. Et là, on peut y trouver les archives d'Arras et d'Amiens. Je cherche, je ne trouve pas ce que on cherche aux mêmes dates que précédemment. Alors, ce que je fais, c'est que je demande à la personne et ce monsieur m'explique que non, en fait, la Voix du Nord ne détient pas d'archives et que c'est chaque archive départementale de l'édition qui va conserver. C'est-à-dire que là, vu que je cherche le Touquet, ça va être attaché à l'édition de Boulogne-sur-Mer et donc il faut que j'aille aux archives de Boulogne-sur-Mer. C'est ce qui m'amène en fait sur le secteur. Et donc, quand je vais en fait à Boulogne-sur-Mer, on cherche toujours cette fameuse photo de mariage. Et donc, juin 1974, je te propose de faire voir les diapos supplémentaires. Moi, ce que je vois en fait, ah non, c'est Natacha qui voulait en parler peut-être. Natacha, on parle maintenant, on est sur l'image de l'avis de mariage de cette fois mademoiselle Brigitte Trogneux, le prénom est inscrit, et de monsieur André Osière dans La Voix du Nord de l'édition du 30 juin 1er juillet 1974, avec la mention qui explique bien que la photo vient de La Voix du Nord, la même photo qu'on a décrite au début de l'émission. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. En 74, il s'appelle André Osière selon La Voix du Nord. En 2016 jusqu'à 2017, il s'appelle Jean-Louis Osière. Et puis André-Louis Osière. Et là, donc là, on peut imaginer quoi. Il a le prénom qu'on lui donne actuellement sur son faire-part de décès, qui n'est pas le même prénom qu'on a vu tout à l'heure. Et deuxièmement, on a cette légende qui dit que la photo appartient à La Voix du Nord. Ça sort, on le voit là, du 30 juin au 1er juillet 74. Or, on se souvient qu'on a vu cette photo déjà exactement la même sur l'Écho du Touquet, qui est paru le 22 juin. Donc, ce qui est très très curieux, c'est que l'Écho du Touquet sort une photo qui appartient à un autre journal et qui ne avant qu'elle sorte. Voilà. Là, il y a encore une anomalie de taille, mais bon. Chronologiquement, on a du mal à comprendre. Effectivement, merci pour cette remarque. On voit très bien que c'est une photo privée et pas prise par un photographe sur le vif. Oui, encore une fois, elle ne correspond pas aux autres clichés des médias qui annoncent les mariages. Et on remarque aussi une chose intéressante, Karine, tu vas nous en parler. Alors, en fait, on remet quand même dans le contexte. Moi, j'en parle, on va dire, courant début février à Natacha de cette histoire de La Voix du Nord. Sauf que moi, techniquement, au niveau de mon temps et mon activité, je ne peux pas m'y rendre avant le 8 mars. Donc, je passe la fête des femmes, la fête internationale de la femme, à Boulogne-sur-Mer, où je vais justement voir que cet article, justement du 28 juin, ce mariage qui a eu lieu le 22 juin, il figure dans deux registres. Le registre de gauche, c'est le registre de juin, et le registre de droite, c'est le registre de juillet. Alors, comment ça s'explique? Ça s'explique simplement, donc, quand vous voyez la diapo suivante, au niveau du calendrier, La Voix du Nord, contrairement au courrier Picard, La Voix du Nord, c'est un quotidien. Donc, chaque jour, il y a une parution. Il y a une parution qui va avoir lieu, on va dire, du mardi au samedi chaque jour. Et il y a une seule parution pour le dimanche lundi. Et donc,
si on regarde un petit peu le mariage a eu lieu le samedi 22, on va se dire que ça n'a pas été suffisamment rapide pour pouvoir. Le stagiaire n'a pas pu imprimer sur l'édition du 23-24. Au mieux, je pense qu'il peut l'éditer au 25. Sauf que là, je le retrouve dans l'édition du 30 juin et du 1er juillet. C'est en fait du coup à cheval sur juin et sur juillet. Donc, je suis troublée parce que je me dis, régulièrement, je vois ce nom de famille, cette personne, en début ou en fin de liste, voilà, sur des mariages, sur d'autres éditions, et ou des naissances. Et de nouveau, je vois en fait ce mariage qui est en fin de compte la dernière reliure du de la première revue, et qui se trouve également être la première parution de la deuxième reliure. Donc on peut synthétiser ce que tu as dit, c'est que oui. tu t'étonnes de voir à chaque fois les osières figurer toujours en dernier, c'est plus facile à insérer. Et là, on va figurer effectivement le journal, c'est la dernière reliure pour le mois de juin et la première pour le mois de juillet. Voilà. Exactement. Et donc, comme précédemment, pour toutes les autres consultations que je fais, je demande bien à la personne qui s'occupe des archives de Boulogne-sur-Mer si ce que moi je suis en train de consulter, c'est bien des originaux ou est-ce que c'est des faux vrais comme Natacha avait mentionné tout à l'heure. On me confirme que là, ce que j'ai sous les yeux, c'est des vrais. Mais alors, on constate aussi beaucoup d'autres anomalies. Par exemple, que la mise en page et la police d'écriture sont radicalement différentes de la totalité des autres articles du même style. Et que ces derniers sont systématiquement agencés en longueur et beaucoup plus étroits. D'autre part, la typographie est beaucoup moins épaisse que pour les articles authentiques. Et il semblerait que le mariage de Brigitte Trogneux et fait l'objet d'un traitement particulier. Là encore une fois, on peut accuser le stagiaire. C'est le stagiaire qui a donné trop d'importance au mariage de Brigitte et de André. Là, on voit d'autres articles, d'autres avis de mariage qui, comme moi, je fais, voilà. Donc moi, comme d'habitude, je prends le maximum de photos que j'envoie à Natacha et c'est Natacha qui s'occupe de faire toute l'analyse. Et alors on trouve aussi une autre anomalie de taille que l'on ne trouve nulle part ailleurs, et là Karine peut confirmer. Ce n'est pas faute d'avoir cherché dans les très nombreux exemplaires mis à disposition, la page sur laquelle est imprimé l'article du mariage de Brigitte Trogneux a déteint en partie sur la page de droite, comme si dans la précipitation on n'avait pas attendu que l'encre soit totalement sèche avant de refermer la reliure où l'on a remplacé une page. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'imprimerie, les pages de journaux, c'est plusieurs pages. La page 1 avec la page ne colle pas la page 2. C'est la page 1, 8, 16, voilà, c'est soit du 4 ou 7. Et donc, ce truc qui bave, c'est qu'on a imprimé ça d'une manière qui n'est pas du tout académique. Alors, c'est encore une anomalie. Et là, tu peux montrer vraiment les images dont un gros plan d'impression. Voilà, donc on a cette photo et voilà. Et là, en gros plan, c'est flagrant. C'est pas c'est pas ce que l'on voit en dessous par transparence. C'est bien du transfert. On voit bien l'image de gauche qui se transvase, qui se translate, on va utiliser le terme mathématique, en plus d'éteint à droite. On a vraiment l'image, l'encadré, tout est translaté. Et alors quand j'ai remarqué ça, Karine me dit mais c'est incroyable, je lui dis mais regarde sur d'autres journaux, enfin fais énormément de vérifications pour voir si c'est pas déjà arrivé par accident. Elle n'a trouvé aucun exemple similaire. Voilà, donc c'est l'unique fois où le stagiaire s'est trompé. Encore lui. Et il n'a plus jamais recommencé. On voit que ça a été fait après les échos du Touquet, que ça a été fait dans la précipitation. Oui, avec un prénom très récent. Et on a pris la peine, de rajouter les prénoms pour faire. Alors, attends juste, Karine, avant que tu réinterviennes, c'est ma légende ici. Attendez, que j'ai indiqué comme André Louis, alors que il est écrit André. Je l'ai redit, voilà. Je sais plus où. Bref. Oui, c'était légendaire. J'avais inscrit, voilà, c'était ici. J'avais inscrit André Louis Osières. En fait, c'était André Osières, comme tu l'avais décrit tout à l'heure, Dominique. C'est moi qui ai rajouté le Louis. Je corrigerai pour le PowerPoint que je mettrai en disposition. Donc on est d'accord que c'est pas facile. prénom
change vraiment en fonction du... On comprend que les journalistes professionnels se trompent et se perdent, écrivent des biographies très différentes finalement. Voilà. Les méandres des différentes on revient encore sur cette image qui indique l'état civil d'Amiens avec Brigitte Rogneux en tête de liste. On remarque que souvent Brigitte est placée soit en tête, soit en fin de liste selon les... Enfin. Oui, on va pas faire de jeu de mots salaces. On a dit tout à l'heure qu'on ne ferait pas ça. Oui. Je sais qu'il est tard, mais restons dignes. Mais tu vois, Chloé, ce qui surprend aussi en regardant l'ensemble de la page, c'est l'agencement de l'article, sans aucun rapport, intitulé, par exemple, Mademoiselle Lucette Anquet du TAC au championnat de France, situé juste en dessous de celui du mariage. Il paraît évident que la version originale a été retravaillée d'abord numériquement. Du fait de son insertion, on a visiblement décalé des articles existants qui, du coup, ne s'imbriquent plus de façon cohérente. Oui, voilà. Mais la personne de Bologne m'assure, en fait, au niveau de l'accueil, on m'a assuré que ce que j'avais, c'était vraiment un original. Alors, c'est que c'était vrai. Oui, oui. On peut Voilà. pas douter. On ne peut pas douter. Du coup, ça pose question sur les différences et toutes les anomalies anachroniques concernant Et on a toutes les photos de comparaison, donc toujours prises sur le vif. Les mariés, bon, en général, ils sont pas flanqués des bouquins. Peuvent le télécharger. Oui, exactement. Sera fourni sous et là, c'est vraiment la mise en page, la différence de mise en page est flagrante. On voit que ici vraiment. Vous avez des habits de mariage dans des colonnes versus la version Trogneux-Osière qui est carrément une demi-page, ou presque un quart de page. Voilà. Et puis alors, je crois qu'on a fini pour les pièces importantes. On a encore le témoignage. Un témoignage, Karine. Tu veux nous en parler? Ah, on a perdu Karine. Karine, remets ton micro. Pardon, excusez-moi. Donc, en fait, je voulais préciser justement que c'est pour ça que c'est important que je vous explique les circonstances dans lesquelles j'ai rencontré Natacha. J'avais entendu elle cherchait quelqu'un à Arras, je le précise, et donc c'est dans ces circonstances que j'ai été à aller chercher les photos pour elle. Mais moi, il y avait une information que j'avais omis de donner à Natacha, c'est que moi je suis en fait une ancienne employée du Crédit du Nord. J'y ai travaillé pendant 15 ans. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure des découvertes, avec tout ce que vous voyez ce soir et tout ce que vous verrez dans les travaux de Natacha par rapport à toutes ces analyses, vous comprendrez bien que sur les derniers mois, j'ai eu accès à des informations qu'elle m'a montrées, des informations que moi j'ai vues, et donc ça c'est venu en fait en résonance à des choses que moi j'avais aussi recherchées à l'époque. Quand j'avais entendu justement en 2017, j'avais entendu parler que le premier conjoint était un ancien ou un employé du Crédit du Nord. Voilà, moi j'avais interrogé mes collègues qui m'ont indiqué qu'ils ne le connaissaient pas, sachant que le Crédit Nord était, je parle bien au passé, puisque le Crédit du Nord maintenant a fusionné avec la Société Générale. Et donc, à partir de cette année, depuis mai, le Crédit Nord n'existe plus tel qu'il existait historiquement. Et donc, j'ai des collègues qui ont rejoint le Crédit du Nord à partir de 1973 dans mon entourage et qui revenaient même de la banque d'affaires du BUP et de la BUP, pardon. Et donc, des collègues aussi qui ont été délégués syndicaux. Et l'avantage du délégué syndical, c'est que même s'il connaît pas la personne qui était, on va dire, affectée à son groupe, donc à un groupe d'agences, on va dire locales, il avait la possibilité de parcourir la région et de rencontrer chacun des membres du personnel. Donc c'est des personnes qui depuis 73 ont intégré également des syndicats. Et pourquoi je les avais en connaissance, c'est que j'ai également eu un mandat syndical pendant mon parcours en fait au sein du Crédit du Nord. Quelle synchronicité, ma chère Karine. Et oui, et c'est alors
comment dire, je souhaitais au départ ne pas en parler avec Natacha puisqu'il y avait cette histoire Crédit du Nord et que moi je voulais, je vous avais dit au départ, je ne connaissais rien de l'affaire, j'avais juste entendu parler de cette rumeur et voilà, je souhaitais ne pas lui en parler tant que j'avais pas vérifié certaines choses. Au fur et à mesure, ça s'est confirmé. Donc j'ai du coup proposé à Natacha à l'issue de cette voilà de ce parcours des derniers mois, je lui ai proposé simplement de lui faire en fait une attestation de ce que moi j'avais également été vérifié à mon niveau. Et donc je voulais également lui préciser, donc je lui ai donné, elle a les exemplaires. Et il est important de savoir que le Crédit Nord a fait paraître en fait un livre de toute son histoire. Et alors on ne sait jamais quand ce monsieur est censé avoir travaillé, on ne sait pas exactement où il a travaillé, il est censé avoir travaillé à Lille, à Amiens, à Strasbourg, voire peut-être même à Paris. Les personnes que j'ai interrogées à l'époque, donc je parle de 2017, en 2017, quand je les ai interrogées, elles étaient également, on allait sur Paris, donc voilà, on avait un relationnel, un réseau de collaborateurs Crédit du Nord. Personne n'a entendu parler de ce monsieur. Et donc, je voulais également vous préciser que parfois on dit qu'en 91, il serait susceptible, non, je sais plus quelle année, 93, 94, c'est ça, Natacha? En 93, il serait allé à Strasbourg. Alors, non, c'est pas ça. Il aurait travaillé à la Banque française du commerce extérieur de 1984 à 1991, sauf qu'il y a un gros problème. On a la preuve sur le site de cette même banque qu'elle a fermé en décembre 1984. Donc, ils peuvent pas nous dire, ah mais non, mais en fin de compte, c'était au Crédit du Nord où il a pris le relais au Crédit du Nord après, puisque il n'y travaillait pas non plus durant cette période. Donc moi, je demande où travailler, dans quelle banque réellement a travaillé le prétendu André Osière, puisque officiellement, enfin bon, il n'a pas travaillé au Crédit du Nord, on ne retrouve trace de lui dans aucun fichier, aucune archive, et il n'a pas travaillé non plus pour la Banque française du commerce extérieur de 84 à 91. Et donc voilà, ça reste un grand mystère. Et donc en 1991, pour bien préciser, en 1991... Excuse-moi Karine, parce que Dominique a à ce propos une anecdote très intéressante. C'est ça, quand on regarde le film, un roman français, on nous dit, alors ça change tout le temps, le départ de la famille Osière pour Alsace. Des fois on a 82, des fois on a 84, et là je crois c'est 87 parce qu'on a aussi 87. Oui. Et donc quand on visionnait ça simultanément avec Natacha, et on cherche effectivement, et sur Société Française on voit que c'est l'agence de Strasbourg a fermé en 84. Et le plus curieux, c'est que en 91, c'est-à-dire au moment présumé du départ d'André Osière, eh bien c'est quelqu'un d'autre qui s'en va, qui a été nommé président, qui a été directeur, donc le poste occupé soi-disant par André Osière. Ce directeur, c'est Jean-François Prévost qui devient président. Et le hasard est quand même assez curieux. Ce Jean-François Prévost a été un éphémère cousin, parce que moi j'étais même garçon d'honneur, donc ça remonte à quand même pas mal d'années. Dans les années 60, il a épousé une cousine. Et il n'est pas resté longtemps avec cette cousine, mais moi je suis toujours en très bon terme avec la fille de ce couple. Et elle m'a confirmé que c'était bien son père qui était directeur à la Banque française du commerce extérieur. Donc on a encore quelque chose qui ne tient pas la route. Comme d'habitude. Comme d'habitude. D'ailleurs, vous avez aussi une autre anecdote à nous raconter, Dominique, au sujet de Jean-Michel Autouquier. Ah oui, alors ça c'était aussi parce que cette affaire, comme beaucoup de gens, me passionne et j'en parle assez souvent avec des amis. Et c'était l'été dernier, il y a un an, non. Et un de mes amis me dit, c'est amusant ce que tu racontes parce que
à mon tour, j'étais invité chez des gens. Il y avait un couple que je ne connaissais pas, mais qui étaient des habitués du Touquet. Ils passaient leurs vacances au Touquet régulièrement. Donc la tablée se tourne vers ce gars et lui dit bon, mais toi qui es du Touquet, alors raconte-nous un peu la famille Trogneux. Il dit moi, la seule chose que je peux dire, c'est ses parents en fait, puisque c'est des gens jeunes, mais mes parents ont toujours, pour eux, Jean-Michel Trogneux était quelqu'un de très en vue à l'époque au Touquet. Visiblement, c'était quelqu'un qui sortait beaucoup, qui était peut-être la petite vedette du coin. Hein, oui, ou fêtard, je sais pas, mais qui était quelqu'un de très en vue. C'était voilà, très en vue. Et du jour au lendemain, on n'a plus revu ce monsieur, ce Jean-Michel Trogneux. Bon, alors il est pas mort. Hein, à quel moment à peu près? Ah, ça, il l'a pas dit. Moi, je ne fais que répéter ce que cet ami m'a dit. Il m'a dit voilà, c'est et à table, bon, ils sont tous restés un peu estomaqués. Et un jour, on va peut-être le retrouver avant Dupont de Ligonnès, pour espérer. Mais... On espère parce que on ne demande que ça en fait. On demande que ça, oui. Ce personnage. J'aimerais avoir des photos de jeunesse, de Brigitte et de ses frères et sœurs, enfin voilà, de Jean-Michel. De Jean-Michel. On aimerait avoir surtout, voilà, par exemple, un autre cliché de la photo de mariage, seul avec André, la vraie photo officielle où on voit bien les mariés, papa un cliché flou, délavé, etc. Quelque chose de bien net. Si vous voulez, moi j'ai quand même comparé la photo de mariage de 1974 de Brigitte avec celle de mes parents qui se sont mariés en 1969 et qui sont issus de familles beaucoup plus modestes que les Hozières-Trogneux. Et donc le cliché est en noir et blanc, mais bon, que je crois que Chloé et Dominique l'ont vu, elle est d'une qualité. Alors la qualité n'a absolument rien à voir. Les visages ne sont pas flous, on peut faire des gros plans, on voit parfaitement les traits. C'est une photo brillante sur papier glacé, parfaitement nette. Donc bon, voilà, là encore il y a quand même une anomalie. On peut comparer avec d'autres photos de mariage. Alors que la photo est censée être plus âgée, plus vieille, moins avec des personnes. Voilà. Et on n'a pas de photos nettes de la famille. Et bon, et pour les Hozières, c'était quand même l'occasion ou jamais de délivrer quelques clichés de famille avec le neveu, la nièce Brigitte. Oui, normalement, on n'a pas qu'une seule photo dans un mariage. Hein. Et comme Jean-Louis avait dit à la presse qu'il avait beaucoup fréquenté son neveu André Louis. Là, il l'appelait André Louis. Bon, on sait pas. Et puis Brigitte, jusqu'à la fin des années 80, pour bien certifier que avant 80, elle était bien une femme, puisque pour moi le changement s'opère durant cette période. Et donc il n'a pas de photos de repas de famille, de photos de fêtes de famille, de vacances. Il n'y a même pas de photos où on le voit avec une cravate ou avec un... On n'a rien du tout. On a directeur de banque. Hein, directeur de banque, c'est la photo choisie. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Natacha, c'est que alors c'est la presse qui relate ses propos, mais effectivement, elle dit j'ai fréquenté Brigitte jusqu'à la fin des années 80. Or, il se trouve que Brigitte, à la fin des années 80, selon la biographie officielle, est censée être à Truchterche. En Alsace. Et Jean-Louis qui habitait Meudon. Il habitait Paris, quoi. Voilà. Et donc, il est censé habiter là, et il fréquente beaucoup Brigitte Trogneux, qui à ce moment-là n'est pas là, où est en Alsace. Alors on comprend pas, et encore bon, on n'a pas le temps de développer toutes les anomalies des archives d'Amiens. Il faudrait une autre émission pour ça, mais on y reviendra peut-être. Mais pour finir, moi j'aurais quand même quelque chose à dire. C'est on va revenir aux procédures. Donc dans la mise en examen, voilà, enfin on peut dire fantôme. Il y a eu quand même un échange de courrier avec. Donc là, on parle de la première plainte en diffamation. Non, ça c'est pas la première, c'est la seconde. La première, on l'a fait annuler. C'était pour atteinte à la vie privée, et voilà. Et ensuite, moi, je n'étais mise au courant, donc qu'il y avait une plainte le 31 janvier 2022, que fin septembre 2022 est officiellement mise en examen décembre 2022. Oui.
Et donc, il s'est rien passé puisque, comme je le disais au début, j'ai jamais été convoquée. Mais sur conseil de mon avocat, bien sûr que j'ai plainte en diffamation, mais pas toujours pas sur le sujet. Ah non, c'est pas sur le. Moi, ouais, voilà, je suis poursuivie pour diffamation par Brigitte Macron, mais pas pour avoir. Voilà, on va dire les 3/4 des propos relevés concernent son ex-belle-famille, l'ex-frère, enfin. Voilà, que j'ai découvert, parce que c'est officiel, hein, Pierre-Louis était vraiment le frère le fils de Louis Auzière et René Coste, et donc j'ai perdu le fil, hein, je suis désolée. Non, mais oubliez de dire la lettre que vous avez écrite, au juge. Dans le cadre de cette plainte de diffamation qui n'a pas donné. Voilà, donc je disais que ça ne concernait que pratiquement que l'ex-famille. Alors on me reproche d'avoir dit que l'acte de décès était un faux. On me reproche d'avoir parlé de détournement de mineurs, mais j'ai relevé plein d'articles qui sont dans le dossier, plein d'articles qui parlent de détournement de mineurs. Il avait 14 ans, il avait 15 ans, il avait 16 ans. Bon, enfin bon, voilà. Et il y a même un article qui nous dit que André Louis quitte le domicile conjugal en 93 en ayant découvert la liaison de sa femme avec un élève mineur. Ça, bon voilà. Donc moi je n'ai fait que répéter ce que j'ai lu dans la presse. Mais ça m'est reproché dans le. Encore que, on ne sait pas vraiment si ça t'est vraiment reproché, parce que pour l'instant, il n'y a pas de convocation, il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de procès. À tel point que, bon, sur conseil de mon avocat, j'ai envoyé des courriers à la juge d'instruction pour lui demander un certain nombre de choses. Lui aussi, il s'est même déplacé pour la voir. Vous voyez, c'est lui qui est allé à elle, parce qu'elle nous laissait tellement une paix royale. Mais je vais vous lire. Donc, moi, je lui ai envoyé 2 courriers. En fait, je n'ai une réponse que sur la demande de requête en nullité qui, aux dernières nouvelles, a été acceptée. Alors voilà, donc je vous lis. Mais comme il y a plus de précision dans les demandes, le deuxième courrier que je lui ai envoyé en mai, puisque je lui en avais envoyé un similaire en avril auquel elle n'a pas répondu sur le fond, donc je vais vous le lire et ça sera la cerise sur le gâteau pour finir l'émission. Allez, on y va, on écoute. Je vous demande donc d'effectuer les actes suivants. De saisir la grande chambre de l'instruction d'une demande en nullité de la plainte et du réquisitoire pour omission du visa de l'article 32 alinéa 3 de la loi sur la presse et pour violation de l'article 51.1 dernier alinéa de la loi sur la presse. D'ordonner une expertise ADN de Madame Trogneux Brigitte et de Monsieur Trogneux Jean-Michel, et ce afin de faire toute la lumière sur cette ténébreuse affaire. D'organiser une confrontation entre Madame Trogneux, Brigitte et moi-même. D'entendre l'ancien directeur des renseignements généraux Claude Bardon, l'ancien commissaire Lucien Aimé Blanc. Alors j'ai appris entre-temps qu'il était mort il y a 1 an ou 2, mais c'est pas grave, voilà. Et l'inspecteur Claude Paul qui ont travaillé à la brigade mondaine, qui confirmeront qu'un travesti du nom de Trogneux se prostituant fréquentait bien l'officine du pasteur Doucet, connu dans les fichiers de cette brigade sous le sobriquet de Coupe Zizi. Et encore que le dit Trogneux faisait partie des filles de Madame Claude, pour laquelle travaillait aussi à l'époque le transsexuel Alexandre Giraud, dit Alexandra, dite aussi Kimerlo, décédé du sida en 1992. Les anciens ministres fréquentant assidûment le 32 rue de Boulainvilliers, dont certains sont encore en vie, s'en souviennent aussi probablement. Je vous confirme par courrier recommandé cette demande d'acte. Je vous remercie de ne pas délivrer l'ordonnance de règlement dans l'attente de la décision de la grande chambre de l'instruction sur la requête en nullité. Je vous souhaite une bonne réception de la présente. Dans cette attente, veuillez agréer, Madame la juge d'instruction, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées. Quand as-tu envoyé ce courrier à Madame la juge d'instruction? Eh bien, ma chère Natacha. Pardon? Quand l'as-tu envoyé? Alors, je lui en ai envoyé un exemplaire en avril et un second de cette année et en mai. Et je n'ai jamais eu de réponse sur la forme. On a eu une réponse dernièrement que sur la requête de nullité. Non, il n'y a pas eu d'expertise ADN, de demander. Moi-même, je lui avais demandé de me convoquer et de me confronter à Brigitte, comme je le dis. Ça n'a jamais eu lieu. Et presque 2 ans après la vidéo, eh bien, il faut quand même le dire, je n'ai pas eu de procès
pour diffamation. Je n'ai pas été condamnée. Voilà, 2 ans après, enfin voilà, on peut quand même se demander. 2 ans après, presque 2 ans après, la vidéo qui m'a valu toutes ces assignations en justice. Absolument. Les sobriquets que vous citez, oui, vous les tenez. Ah ben, on les tient de certains informateurs qui, bien sûr, ont fait partie de la police. Voilà, on ne veut pas en dire plus. Je propose qu'on en reste là, mon cher. Je crois qu'on a donné assez d'informations, assez de questions, assez de graines dans les cerveaux de tout le monde. Et on vous donne rendez-vous une prochaine fois. Le prochain rendez-vous pour toi, Natacha, c'est chez Mike Borowski. Un peu plus tard. En principe, mais c'est surtout mon avocat qui s'exprimera parce que là, il va détailler en fait l'escroquerie au jugement dont on a été victime. Est-ce qu'on peut rappeler l'appel qu'on a lancé tout à l'heure? Dominique a un dernier appel. Non, c'est surtout pour l'affaire, c'est pas pour moi. Oui, c'est si vous habitez dans la région du Nord, dans la région du Nord, au Touquet, dans ces départements, on a besoin, Natacha et Chloé pour l'enquête a besoin de, si vous avez des vieux journaux dans la famille qui traînent, l'écho du Touquet. Non, mais les années 70, juin 70, par exemple, si vous en avez. 74, merci, voilà. 74, pardon. 74, à la Suisse belge. À la même époque, d'avoir la Voix du Nord et le Courrier Picard, ce sont des choses, et même les années 80, c'est parce qu'il y a toujours des choses à trouver. Donc, si vous avez ça dans les malles, dans les greniers, eh bien, faut contacter Chloé. On va vous donner un mail pour nous envoyer un message. Bon, moi, je propose qu'on vous dise à bientôt, à suivre. Au revoir, Karine. Et merci à vous. Merci. Un grand merci à Karine pour son aide. Un grand merci à Karine. J'ai trouvé en fait que la démarche était juste et donc je n'ai aucun regret sur l'aide que je t'ai apportée, Natacha. Merci, Karine. Bonne continuation pour ta quête de la vérité. Bonne continuation à toi aussi, Karine. Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous laisse faire aussi vos propres conclusions. À bientôt. Au revoir. À bientôt.